Le sionisme a été créé par ces intellectuels européens qui baignaient à l'époque dans un habitus colonial. C'était la grande période de l'impérialisme européen. Si on prend tous les génocides, ça a commencé par la déshumanisation de ceux que l'on voulait exterminer. C'est ça le problème, c'est que aujourd'hui, les Palestiniens payent pour le crime européen. Les Israéliens ont inventé la catégorie du juif antisémite. Et moi, je suis une juive antisémite. Voilà. Parce que je défends les droits des Palestiniens et je m'insurge contre l'atrocité qu'est Gaza aujourd'hui. Je ne suis pas une juive trait d'union arabe. Je suis une juive arabe. Bourguiba a eu ce trait de génie qui était d'abord de dire aux Occidentaux, nous avons une histoire 3 fois millénaire. Donc, vous n'êtes pas, sur ce plan-là, vous n'êtes pas supérieur à nous. Les ambiguïtés bourguibiennes ont créé les ambiguïtés actuelles de la Tunisie, la somme de contradictions de la Tunisie. L'histoire est la discipline la plus idéologisée des sciences humaines. التاريخ يتوظف يكتبوه المنتصرين ويحرفوه حسب مصالحهم. سرديات يعتنقها ويكتبها ساعات تيار سياسي ساعات حراك فكري، لكن السرديات هذه تحولها الماكينة الدعائية لحقيقة مطلقة. هدم الأصنام هذا دور ديما لازم منه وديما ضروري أنه ناس يعملوه. أكثر المخولين باش يخوضوه وباش يلتزموا بالدور هذا الصحفيين وخاصة المؤرخين. هذاك علاش اليوم ضيفتنا عندها دوبل كاسكيت. الحوار باش يكون بالفرنساوية على خاطر مجال عملها والمصطلحات اللي تخدم عليهم بالفرنسي وتخدم في إطار يونيفرسال، وخرج لها كتاب جديد. صوفي بسيس مرحبا. يعيشك. Donc notre entretien se déroulera comme prévu en français. سامحني ها. Non, non, il n'y a pas de souci. On comprend parfaitement. Je suis plus à l'aise pour exprimer des idées. Exactement. La terminologie n'est pas évidente quand on travaille sur voilà. Un certain champ. Exactement. Rappelons que vous êtes historienne, vous avez été journaliste et vous avez toujours des contributions de presse. Oui, j'ai été journaliste et c'est un métier que j'ai beaucoup aimé faire. Et vous avez à votre actif à peu près une quinzaine de bouquins, dont le dernier, La civilisation judéo-chrétienne, anatomie d'une imposture. Déjà, le terme imposture est lourd dès la couverture, dès le titre. Pourquoi l'avoir qualifié carrément d'une imposture ? Parce que j'estime que le passage de ce terme, c'est le passage de ce terme dans le langage courant qui relève de l'imposture, en fait. Parce que quand on regarde l'histoire, puisque vous avez précisé que je suis historienne, effectivement, on peut trouver des occurrences savantes dans l'Antiquité à partir de la naissance du christianisme, dans la mesure où l'on sait que il y a 3 monothéismes qu'on appelle abrahamiques. Le judaïsme est le premier chronologiquement, suivi par le chrétien, suivi par le musulman. Voilà les trois monothéismes abrahamiques. Donc il est évident que le monothéisme chrétien a comme base le socle biblique, bien évidemment, et que donc il y a eu des occurrences savantes de ce judéo-chrétien et même des sectes dans les 2-3 premiers siècles de l'ère chrétienne, où la différence n'était pas encore évidente entre judaïsme et christianisme. Ça se mélangeait un peu, et donc il y a eu des judéo-chrétiens. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que depuis une grosse quarantaine d'années, on va dire ça, eh bien, dans l'Europe, ou d'ailleurs dans l'Occident au sens large du terme, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord, en gros, eh bien, le judéo-chrétien est devenu l'autre nom de la civilisation occidentale. Voilà. D'accord. La civilisation occidentale, c'est la civilisation judéo-chrétienne. Or, ça ne s'est pas construit comme ça, historiquement. Et que donc, ce passage dans le langage courant d'une formule qui est devenue hégémonique totalement. Il n'y a pas un homme politique européen ou américain du Nord qui ne dit pas « il faut défendre la civilisation judéo-chrétienne, nous sommes judéo-chrétiens, etc. » Et donc ce terme, ce binôme est devenu hégémonique et à mon sens, il est devenu hégémonique parce qu'il a une utilité politique évidente
que j'ai essayé dans cet essai de décliner de 3 manières: Mhm. une occultation, une appropriation, une exclusion. L'occultation, très rapidement, Mhm. est la suivante. Si les Occidentaux sont judéo-chrétiens, Mhm. ils ne sauraient donc être antisémites, puisque le judaïsme est une partie d'eux-mêmes. Et donc le terme judéo-chrétien permet d'occulter 2 millénaires en gros, ou presque, d'abord d'anti-judaïsme chrétien et ensuite d'antisémitisme moderne, qui a structuré l'histoire de l'Europe, en fait, puisque j'essaie de montrer que la première altérité à laquelle s'est confronté le sujet chrétien, c'est l'altérité juive. Donc une occultation, globalement. On est judéo-chrétien, donc on ne peut pas être antisémite. Ça, c'est l'occultation. Ça, c'est l'occultation. L'appropriation, c'est que, bon, ça, on peut en faire l'historique également, c'est qu'à partir du moment où l'on s'approprie le judaïsme, où on le sort de sa matrice, où on l'occidentalise, l'Occident, et ça a été son obsession depuis très longtemps, depuis l'époque moderne, c'est le seul inventeur des universaux. Puisque qu'est-ce que c'est que le judaïsme ? Le judaïsme a été la première expression monothéiste de l'universel moral, des fondamentaux moraux, le tu ne tueras point, enfin, les commandements que l'on connaît. C'est les commandements du judaïsme, qui ont été ensuite, évidemment, récupérés, si je puis dire, et pas du tout dans un sens négatif par le christianisme puis par l'islam, bien sûr. Mais, donc, l'Europe, se réappropriant cela, elle invente les universaux. Il n'y a plus rien avant elle. Il n'y a plus aucune invention avant elle. Ça, c'est l'appropriation, le déni d'une antériorité par rapport à elle. Et la troisième, l'exclusion, c'est que dans le terme, le binôme judéo-chrétien, il y a le tiers exclu. Un tiers manquant, c'est l'islam. Or, comme je le disais tout à l'heure, la révélation abrahamique se décline chronologiquement en 3 modalités. Bon. Et on sait très bien, il n'y a qu'à, pour ceux ou celles qui lisent le Coran, je ne parle pas des croyants musulmans, mais qui s'intéressent historiquement, je veux dire, les références au corpus biblique sont absolument omniprésentes. On peut noter que le nom d'Abraham, est plus souvent noté dans le Coran que celui de Mohammed, par exemple. Bon, et que donc, le monothéisme est un trépied. Judaïsme, christianisme, islam. Et là, on lui enlève un pied. On lui enlève un pied qui est l'islam, et on refuse, et donc on rejette l'islam dans une altérité absolue. Il y a judéo-chrétien d'un côté et musulman de l'autre. Simplement, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez analysé ce terme et son existence et sa propagation, dites-vous, depuis 40 ans. Une grosse quarantaine d'années. Mais sa propagation dans le langage public, ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant. Absolument. Et sa propagation dans le langage public, je pense qu'elle a gagné en visibilité et en redondance depuis le 7 octobre et depuis le commencement du génocide et l'évolution de la machine génocidaire. Pas forcément, à mon avis. Effectivement, disons que depuis le 7 octobre, il y a un changement de la part de ce gouvernement d'extrême droite israélien dans son langage. Parce que pendant très longtemps, en fait, si on regarde ce terme, ceux qui adhéraient le moins à ce binôme, c'était la pensée juive, en disant, non, qu'est-ce que ça veut dire, judéo-chrétien ? On a été persécuté pendant 2000 ans par les chrétiens. Bon, là, il faut réintroduire, dans ce que vous dites, c'est-à-dire par rapport au 7 octobre, il faut introduire un autre élément. Il faut introduire un autre élément, c'est qu'à partir essentiellement des Lumières, mais du 19e siècle, à partir du moment où les Juifs ont commencé à obtenir en Europe les droits civiques, c'est-à-dire que la France a été le premier pays à leur octroyer l'égalité civique, et puis après les pays européens, bon, la Russie, il a fallu attendre la révolution de 1917 avant. Et
comme avant le génocide nazi, 90% des Juifs vivaient en Europe, avant que une bonne partie ait été exterminée. Les Juifs, à partir de ce moment-là, se sont assimilés à l'Occident, hein, et ont rejeté eux aussi leur part orientale, d'une certaine façon. Et puis les Juifs occidentaux, les intellectuels, etc., ont ignoré les Juifs d'Orient. Bon, les Juifs peuplant le monde arabe, l'Empire ottoman, l'Iran, etc. Et donc, d'une certaine façon, les Juifs sont devenus des Occidentaux. Et le sionisme a été nourri de cela. Qu'est-ce que c'est au départ, le sionisme? Le sionisme est au départ un nationalisme, c'est un nationalisme, hein, bon, bien sûr, qui s'est voulu un projet émancipateur pour les Juifs, mais ce projet émancipateur pour les Juifs ne pouvait se réaliser que dans une logique coloniale, exclusivement. Théodore Herzl, qui a écrit l'État des Juifs, qui est, si je puis dire, la Bible du sionisme, le dit très clairement, parce que à la fin du XIXe siècle, à l'époque où il a écrit ce livre, il n'était pas mal élevé d'être colonial. C'est après que c'est devenu répréhensible. Et donc il dit, notre projet est un projet colonial. Et, clairement. Hein, c'est écrit noir sur blanc. Notre projet est un projet colonial. Et nous allons créer un petit morceau d'Occident au cœur de l'Orient barbare. Il ne faut pas oublier que Théodore Herzl était un intellectuel autrichien. Bon, juif, de confession juive, bien sûr. Mais le sionisme a été créé par ces intellectuels européens qui baignaient, à l'époque, dans un habitus colonial. C'était la grande période de l'impérialisme européen. Et ici, il y a un mythe à déconstruire également, c'est que le commencement du projet sioniste avait des origines religieuses. Non. Or, non, pas du tout. Puisque, d'ailleurs, c'est un projet colonial très rationnel. Et au départ laïque, parce que tous ces penseurs, les premiers penseurs du sionisme, sont des laïcs complets. Et d'ailleurs, il y avait eu l'idée de créer ce foyer juif en Ouganda, en Argentine. Bon, il y a eu ces idées-là. Et puis après, il fallait une légitimation de ce projet. Et au fond, la légitimation ne pouvait être que religieuse. C'est-à-dire, c'est la terre de nos ancêtres, c'est la terre de la Bible. La Bible se situe là-bas, et que donc, la légitimation du sionisme est devenue une légitimation religieuse. Il y a un historien israélien qui l'explique très bien, qui est Shlomo Sand. Bon, dans Comment le peuple juif fut inventé, son livre. Parce que, en fait, le vrai titre, la traduction française du titre n'est pas une bonne traduction. Le titre de son livre, c'est De la Terre Sainte à la Mère Patrie. C'est beaucoup plus intéressant, de la Terre Sainte à la Mère Patrie. Parce que, si vous voulez, effectivement, il y a un lien des Juifs religieux à la Palestine, à ce morceau de terre. Mais ce lien est une promesse eschatologique l'an prochain à Jérusalem. C'est vrai que les Juifs religieux, tous les ans, dans la prière de Pâques, disent l'an prochain à Jérusalem. Mais c'est une promesse. C'est une promesse religieuse. Ce n'est pas un projet national. Absolument pas. Et donc, de cette promesse religieuse a été transformée par les sionistes en projet national. Et puis, il y a aussi ici un autre mythe à déconstruire, qui est celle de la légitimation via le récit historique. Bien sûr. Alors, je termine avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7 octobre? Puisque, je pense que c'est important. Monsieur Netanyahou, néofasciste, on peut dire, gouvernant avec des néo-nazis. Il faut appeler un chat à un certain moment. S'accroche en disant « Nous sommes le prolongement de l'Europe. Nous sommes judéo-chrétiens. C'est nous qui vous défendons. Nous vous défendons parce que nous sommes ce morceau d'Occident au cœur de cette région. » Alors, on dit plus barbare, mais ça fait rien. On trouve d'autres termes pour dire la même chose. On dit des antonymes comme civilisé, le monde civilisé, voilà, par le exemple. Monde civilisé, ce sont tous des terroristes. Qui dénotent d'un langage suprémaciste, finalement. Mais, il ne faut pas dire qu'ils sont des barbares. Mais de toute façon, le langage suprémaciste chez ceux qui gouvernent Israël aujourd'hui est clair et assumé. Parfaitement assumé. Donc on peut en parler. Et donc voilà comment, disons, ce terme de judéo-chrétien
légitime d'une certaine façon, ou a légitimé, parce qu'aujourd'hui, les choses deviennent plus compliquées. La situation à Gaza est tellement atroce aujourd'hui que il y a... Israël commence à devenir infréquentable. Et tant mieux. Parce qu'Israël aujourd'hui est infréquentable. Enfin, c'est pas trop tôt, hein. C'est pas trop. Mais absolument. C'est pas trop je tôt. suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pas trop tôt. Même aux yeux de ceux qui le trouvaient parfaitement fréquentable deviennent fréquentables. Et aux yeux d'un certain nombre d'Israéliens, j'ai été très étonné hier ou avant-hier. Il y a un romancier israélien qui est très connu, qui s'appelle David Grossman, qui est un des plus grands romanciers israéliens, qui a écrit d'ailleurs et qui est ce qu'on pourrait appeler un sioniste de gauche. Voilà. Bon, pour moi, le sionisme de gauche est un objet étrange. C'est comme le colonialisme de gauche. Est-ce qu'on peut être un colonialiste de gauche? Bon, ça a existé dans l'histoire du sionisme. Et ça n'a jamais pris, en fait. Parce que, bon. Et David Grossman, donc, n'avait jamais voulu employer pour les actions ils se sont très israéliens, et il y a 3 jours, 2 jours, il a dit « Cela me brise le cœur, mais c'est un génocide. » Voilà. Je dois dire que nous sommes en train d'accomplir un génocide. Moi, en tant qu'Israélien, etc., ça me brise le cœur de dire ça, mais je dois le dire par honnêteté. Voilà. Donc il y a quand même, quelque chose, trop lentement, et ça n'empêche pas les Gazaouis d'être exterminés tous les jours. Je veux dire, là, je lisais encore le journal ce matin, il y a une 40aine de gens qui ont été tués hier parce que on est au comble de l'horreur. En fait, quand on voit des gens se précipiter sur un sac de farine avec les snipers qui leur tirent dessus, on arrive quand même à une sorte de paroxysme dans l'horreur, incontestablement, dans ce qui se passe à Gaza. Les fictions pop des années, des dernières années, ont imaginé et mis ça en scène dans des fictions chaotiques sur des scénarios inspirés à la fois de tous les romans et de toute la littérature sur fantasy, sur la dictature, sur l'autoritarisme, etc., couplés à des gens à qui on a ôté tout statut de citoyen ou même d'humain. Je parle de Hunger Games ou regardez, de la si série coréenne. Tous les génocides. Heureusement, il n'y en a pas eu énormément dans l'histoire. Ouais. Mais il y en a eu quelques-uns, malheureusement pour l'humanité. C'est-à-dire qu'il y a un peu une série de films et une série, Hunger Games et Squid Games. Ça parle de ça, sauf que ça met en scène ça comme une fiction dans un scénario futuriste chaotique. Bon. Et donc, si on prend tous les génocides, ça a commencé par la déshumanisation de ceux que l'on voulait exterminer. C'est-à-dire les traités, les Juifs étaient traités par les nazis, je ne sais plus de quel insecte, les Tutsis étaient traités par les Hutus de cafards. Aujourd'hui, la première phrase qu'avait dite le ministre de la défense de l'époque après le 7 octobre, c'est « ce sont des animaux humains. Et nous allons les traiter comme tels ». C'est exactement la phrase qu'a dite M. Yoav Galan le 8 octobre ou le 9 octobre, j'ai oublié. Donc, à partir du moment où ce sont des animaux, moi je trouve que c'est très... C'est pas gentil pour les animaux, je veux dire, parce que les animaux parfois sont moins cruels que les êtres humains. Et donc il y a ce processus de déshumanisation qui est déjà un prélude au génocide. Dès qu'on déshumanise un humain, on prépare quelque chose de terrifiant, à mon sens. Et donc là, effectivement, on a déshumanisé pas seulement les Gazaouis, mais les Palestiniens de façon générale, le discours hégémonique israélien. Et effectivement, on a construit un récit autour de cette déshumanisation. Voilà. Et le récit, eh bien, a légitimé le génocide en cours. Tu parles aussi d'un statut du musulman aujourd'hui. Suite à cette exclusion, on dirait que le musulman aujourd'hui en Europe est le juif
du 19e siècle ou de la première moitié du 20e Pas siècle. tout à fait, à mon sens. Il y a aujourd'hui en Europe et aux États-Unis aussi, avec le Muslim ban de M. Trump, il y a, et justement parce que, je vous le disais tout à l'heure, l'islam est renvoyé à une altérité absolue. Quand on renvoie un groupe de gens à une altérité totale, absolue, et à une altérité hostile, on le met en danger, ce groupe. On le met en danger. Maintenant, de la part du monde musulman, il y a une part de responsabilité qu'il ne faut pas négliger. Hein, parce que sinon, on ne comprendrait pas pourquoi l'extrême droite a pu surfer aussi facilement là-dessus. C'est qu'effectivement, je pense que le monde musulman aujourd'hui est à une époque relativement sombre de son histoire et qu'effectivement l'explosion du djihadisme, des attentats, etc. a donné du grand à moudre aux racistes anti-musulmans en disant « Voyez, ce sont tous des djihadistes. Ils viennent commettre des attentats chez nous. » Et il y a eu un changement de focale à partir du 11 septembre. Incontestablement. Ça, à partir du 11 septembre et de la multiplication des attentats, il y a eu, et la droite et l'extrême droite s'est emparée de cela pour mettre tous les musulmans dans le même sac. Tous les musulmans sont des djihadistes potentiels. Voilà. Et c'est comme ça qu'est construit le racisme anti-musulman aujourd'hui, qui prospère en Europe. Et l'extrême droite prospère sur ce racisme, incontestablement. Bon, je ne dirais pas que c'est la même chose que les juifs dans l'entre-deux-guerres, dans la mesure où il n'y a pas de projet d'extermination. Bon. Et que les musulmans dans le monde sont pas loin de 2 milliards. Ça fait du poids. Ça fait quand même du monde. Et la grande contradiction des pays occidentaux, c'est que parmi leurs meilleurs alliés, des gens dont ils ont besoin, ce sont des États musulmans aussi. Donc, mais en Europe, incontestablement, aujourd'hui, il y a une parole anti-musulmane qui prospère et qui est extrêmement dangereuse. Et contre laquelle il faut se battre. Parce qu'il y a un renouveau du racisme dans le monde occidental qui a plusieurs modalités. Et un de ces renouveaux du racisme, c'est la parole anti-musulmane. Clairement. D'ailleurs, il est curieux de poser la question pourquoi même les représentations politiques traditionnelles en Europe, comme les socialistes par exemple, ne considèrent pas la lutte contre l'islamophobie comme une des priorités des luttes contre les discriminations, contrairement à l'antisémitisme. Donc, et rien que cet équilibre, ça est un autre témoin de cette exclusion, c'est-à-dire la civilisation judéo-chrétienne, on est ensemble, les musulmans, non. Donc, l'antisémitisme est prioritaire comme forme de discrimination à abolir, mais l'islamophobie ne l'est pas tellement. Alors, il y a plusieurs explications à cela. Moi, je pense qu'une erreur fondamentale, et y compris une erreur fondamentale de la part des élites institutionnelles juives en Europe, c'est d'avoir séparé l'antisémitisme du reste du racisme. Bon, le racisme, c'est un tout. Et l'antisémitisme fait partie du racisme, évidemment. Mais il est évident que chaque racisme a ses propres modalités. Le discours antisémite n'est pas le même que le discours anti-musulman, n'est pas le même que le discours anti-noir. Mais ces modalités différentes du discours raciste n'empêche pas que on singularise totalement une forme de racisme qu'est l'antisémitisme et on la privilégie dans la lutte. On la privilégie pourquoi ? Vous savez, c'est une longue histoire. L'Europe a un problème avec l'antisémitisme depuis longtemps. Et l'Europe, d'une certaine façon, essaye encore aujourd'hui de se laver du crime nazi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Et malheureusement, d'ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui en Palestine, c'est que l'Europe s'est lavée du crime nazi, non seulement en autorisant la création de l'État d'Israël, mais en soutenant l'État d'Israël, y compris dans ses aspects politiques les plus contestables. Et donc, en déposant son crime,
en faisant payer son crime par un peuple qui n'y était pour rien, que le peuple palestinien. C'est ça le problème. C'est que aujourd'hui, les Palestiniens payent pour le crime européen, continuent de payer une facture qui devient exorbitante pour les Palestiniens. Donc voilà un petit peu pourquoi la singularité de l'antisémitisme. Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette singularité. J'en suis profondément convaincu. Et que, bien sûr, qu'il convient de lutter contre l'antisémitisme de la même façon qu'on lutte contre tous les racismes. Et qu'il faut arrêter avec cette singularité de l'antisémitisme. Vous savez, aujourd'hui en Europe, il y a une espèce de judéophilie que moi je trouve extrêmement dangereuse personnellement. Parce que on a l'impression qu'il s'agit d'une pièce à deux faces. Les pièces ont toujours deux faces. Pendant des siècles, l'Europe a été anti-juive, antisémite. Aujourd'hui, l'autre face, c'est un philosémitisme qui n'a pas lieu d'être. Parce que, qu'est-ce qui lie ces deux choses ? C'est encore et toujours l'exceptionnalité du juif. Le juif, c'est pas quelqu'un comme les autres. Et c'est une forme, et ça me rappelle une phrase de Fanon, qui dit, à un moment, Fanon, je crois que c'est dans Peau noire, masque blanc, qui dit « Celui qui aime, qui adore les nègres est à mon sens aussi malade que celui qui les exècre. » Bon, et on pourrait faire, voilà. Et donc, vraiment, et Fanon a raison, profondément. Pourquoi aime-t-on particulièrement et donc voilà le statut de l'antisémitisme en Europe, qui est un statut dangereux, je le répète, hein, et moyennant quoi, effectivement, le racisme anti-musulman est relégué à une espèce de modalité secondaire du racisme. Bon, alors il y en a bon, il y a quand même des gens de gauche, il y a en Europe, des gens qui s'alarment de ce racisme et qui tentent d'y faire face, qui tentent de lutter contre. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, au niveau des institutions, européennes en particulier et occidentales en général, la lutte contre le racisme anti-musulman n'est pas prise en charge par les institutions, et c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux dans la mesure où, aujourd'hui, si je prends un pays comme la France, l'islam est la deuxième religion de France, 10% des Français, à peu près, ou des gens qui résident en France, il y a les deux, sont musulmans, ça fait du monde. Donc, on ne peut pas reléguer 10% de la population dans une espèce d'altérité suspecte. Ce n'est pas possible, d'autant que on ne peut pas les reléguer dans cette altérité suspecte, d'autant qu'il y a eu une ascension sociale dans la population musulmane française. Il y a aujourd'hui des élites, il y a aujourd'hui, dans tous les secteurs, qui se sentent français, musulmans. Et on a le droit d'être un Français musulman et de bénéficier de la part de la République française d'un traitement égalitaire par rapport au reste de la population. Mais on est dans un moment où effectivement, vous savez, je crois que le moment dans lequel on est partout dans le monde, et pas seulement dans les pays européens, dans une confusion des mots, et dans une confusion des sens, et dans une confusion des valeurs, même si les Européens n'arrêtent pas de se réclamer de leurs valeurs, qui quand même sont très dévaluées aujourd'hui, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, leur soutien à la politique israélienne a rendu ces valeurs, a dévalué totalement ces valeurs. Et on est dans une période de confusion de tout, qui est extrêmement dangereuse aujourd'hui. Tout ça, on s'en sert aujourd'hui politiquement. Oui. Alors, pour finir, juste je vous interromps. Oui. Quel est le drame ? C'est l'instrumentalisation de l'antisémitisme aujourd'hui, qui est une catastrophe absolue. Quand M. Netanyahou se permet de dire « je condamne la politique génocidaire que le gouvernement israélien met en œuvre depuis 2 ans maintenant à Gaza, donc je suis antisémite ». Si je condamne la politique génocidaire, si je dis un mot contre la politique israélienne, alors il y a 2 sortes. Si vous dites un mot contre la politique israélienne, vous êtes un antisémite avéré, bien entendu. Clairement. Clairement. Quant à moi, comme je suis juif, mais je peux être antisémite.
Donc, les Israéliens ont inventé la catégorie du juif antisémite. Et moi, je suis une juive antisémite. Voilà. Mais Parce que je défends les droits des Palestiniens et je m'insurge contre l'atrocité qu'est Gaza aujourd'hui. Ici, il est important de relever, comme vous présentez, surtout dans votre livre, je vous écris d'une autre rive, Lettre à Hannah Arendt, comme juive arabe. Et vous combinez les deux expressions, c'est-à-dire dans un seul mot, juive arabe. Mais vous représentez ici un bug dans leur matrice. Mais bien entendu, bien sûr que je suis un bug dans leur matrice. Je ne suis pas la seule. Bon, enfin, c'est très minoritaire, mais il y a des penseurs qui viennent d'ailleurs, dont certains sont d'origine israélienne, mais la plupart vivent aux États-Unis, qui viennent du monde arabe, en particulier des Irakiens. Parce que les Juifs irakiens ont été quelque chose d'extrêmement intéressant. Une personne comme Ella Shohat, par exemple, qui est une Israélienne d'origine irakienne, vivant aux États-Unis. Et se définit, a écrit des livres tout à fait intéressants, comme juive arabe. Voilà. Elle dit, je suis irakienne, donc je suis une juive arabe. Il y a eu d'ailleurs des Irakiens, avant leur émigration forcée en Israël, qui étaient des nationalistes arabes. Okay. Pourquoi ils étaient nationalistes arabes? Parce que un non-musulman ne peut pas être pan-islamiste. Un non-musulman, par définition, ne fait pas partie de la Ummah musulmane. Le nationalisme arabe, au moment de sa naissance, était un nationalisme séculier. Profondément séculier, c'est-à-dire qui s'inscrivait contre le pan-islamisme. Il ne faut pas oublier que parmi les principaux théoriciens du nationalisme arabe, vous avez des chrétiens, comme Michel Aflaq par exemple, qui a été un des principaux théoriciens du nationalisme arabe. Pourquoi? Parce que le nationalisme arabe n'étant pas de matrice religieuse, des Arabes non musulmans pouvaient se reconnaître en lui. Voilà. Et donc, il y a eu des intellectuels juifs irakiens qui ont dit, mais oui, nous sommes des Arabes. Mais malheureusement, ils ont été rejetés par les nationalistes arabes. Et d'ailleurs, tant qu'on parlait de terminologie... Donc c'est vrai que je suis né en Tunisie, avec une généalogie tunisienne, tout de même, baignant dans cette société, dont malgré tous les aléas de l'histoire, dans laquelle je continue à vivre la moitié de l'année, en gros, eh bien, je me considère effectivement comme juive arabe. Et j'aime bien ma trouvaille, si je peux me lancer une petite fleur, d'avoir mis ça en un seul mot. Voilà. Je ne suis pas une juive très d'union arabe. Je suis une juive arabe. Oui, ça ne peut pas être détaché, voilà. C'est-à-dire exactement. Il ne faut pas un trait d'union pour lier voilà. Les deux identités exactement. Et les affirmer. D'ailleurs, je trouve qu'il y a une pratique terminologique scandaleuse, très propagée dans les médias et en Europe, c'est le conflit entre juifs et arabes. C'est comme pas ça. C'est opposer une communauté religieuse à une communauté entre juifs ethnique. Et musulmans, entre juifs et arabes. C'est faux. C'est un conflit entre Israéliens et Palestiniens. C'est une entreprise coloniale qui a dépossédé un peuple, qui est le peuple palestinien, et donc c'est un conflit de nature éminemment politique. Effectivement, on a essayé de le transformer en conflit religieux. Voilà, les juifs et non. D'ailleurs, pas tous les juifs, de plus en plus. Et c'est peut-être quelque chose de relativement rassurant. Essentiellement aux États-Unis, d'ailleurs, beaucoup plus qu'en France ou en Europe. Vous avez une partie des juifs américains qui ont créé, au fond, qui ont manifesté depuis 2 ans de dire ce que fait Israël, c'est pas en notre nom. Oui, oui. Pas oui. en notre nom. Vous avez une association... Not in our names, disent-ils. Not in our names. Donc, c'est Jewish Voices for Peace, enfin, ce genre de truc. Et effectivement, le drame, c'est que Israël prétend parler au nom de tous les juifs du monde. Nous représentons, disent les pouvoirs israéliens, tous les juifs du monde. Et là, au vu des atrocités que commet ce gouvernement, il y a heureusement de plus en plus de juifs qui disent « pas en notre nom ». Parce que ça leur nuit finalement. Mais bien sûr, on connaît la marche de l'histoire. Il y a un même écrivain, si un journaliste français, Sylvain Sipel. Sylvain Sipel, bon, oui, bien sûr. Qui a écrit un bouquin qui est très intéressant, qui s'appelle « L'État d'Israël contre les Juifs ». Voilà. Et c'est un bouquin très intéressant en disant la politique, dans la mesure où Israël prétend représenter tous les Juifs et conduit la politique qu'il conduit. Mais c'est un facilitateur d'antisémitisme. Parce que, effectivement, ce qui est dramatique, et dans un pays comme le nôtre, c'est un des exemples, juifs
et israélien sont totalement confondus. C'est-à-dire que la politique israélienne nourrit l'antisémitisme basique du Tunisien moyen. Voilà. Absolument, et là c'était fait. D'ailleurs, il serait intéressant de revenir à la civilisation judéo-chrétienne, à cette imposture que Tout vous à fait. analysez, que vous qualifiez comme telle, et un grand projet, et on pensait que l'humanité était en grande partie assez avertie pour lutter de toutes ses forces contre ce projet, qui est le choc des civilisations. On dirait On y que... revient. On dirait que ce terme et cette notion politique qui cherche à propager, à ancrer même, devient progressivement une étape cruciale vers le choc des civilisations. Parce que si les camps sont très clairement marqués, si les États et les gouvernants adoptent cette terminologie, c'est aussi, comme vous l'avez dit précédemment, une préparation à une autre phase, c'est une phase de préparation pour le choc des civilisations. Bien entendu, mais ça, le concept, enfin, c'est même pas un concept, c'est une formule de judéo-chrétien et un élément de la théorie du choc des civilisations. Il ne faut pas oublier que Huntington a écrit son fameux article en 1992, si mes souvenirs sont bons, et donc c'est à peu près le moment où le judéo-chrétien devenait l'autre nom de la civilisation occidentale, en réalité. Et donc, Huntington, si mes souvenirs sont bons, il y a la civilisation occidentale d'un côté, laquelle est judéo-chrétienne, l'islam, cette espèce d'objet non identifié en définitive, parce que quand même, bon, moi je ne parle jamais d'islam, je parle de monde musulman. Et je l'emploie toujours au pluriel, les mondes musulmans. Les mondes musulmans vont de la Malaisie au Maroc. Bon, et d'ailleurs il serait très intéressant de se poser la question de savoir pourquoi les fondamentalismes les plus incendiaires, les plus virulents, sont dans des pays musulmans non arabes. L'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, tout cela, ce sont des pays musulmans non arabes. Hein. Et on a assez peu réfléchi à cette question-là. Là, et pourquoi les Occidentaux sont, pour moi, particulièrement coupables? Parce qu'au fond, si on prend le monde, je vais aller très vite parce que on pourrait discuter de 6 mois de tout ça, mais au fond, le monde arabe a les mêmes paradigmes de pensée que la vieille Europe. C'est le même monde qui s'est structuré, bien entendu, différemment sur un certain nombre de choses. Mais c'est ce même monde, héritier de la Méditerranée, héritier de ses pensées. Il ne faut pas oublier combien la pensée arabe doit à la pensée grecque, par exemple. Bon, et comment d'ailleurs les penseurs médiévaux arabes ont été des passeurs de la pensée grecque en Europe. Absolument. Bon, tout cela donc, quelque part, il y a du socle commun. Du socle commun. Je parlais tout à l'heure du socle commun abrahamique, appelons-le comme ça, mais il y a aussi tout un socle commun ailleurs qu'il faut trouver. Et donc, peut-être ce n'est pas un hasard si les fondamentalismes les plus épouvantables, il faut bien le dire. Bon, il y a eu, bien sûr, Daesh dans le monde arabe, en Syrie, en Irak, bien sûr. Mais il faut se poser la question d'où ça vient, ces fondamentalismes. Comment? Pourquoi? Et il ne faut pas oublier, même si le fondamentalisme musulman est aujourd'hui le plus sanguinaire et le plus meurtrier dans le monde, qu'il y a un fondamentalisme chrétien, qu'il y a un fondamentalisme juif, on est dans l'ère des fondamentalismes. Et le fondamentalisme juif est devenu aujourd'hui totalement meurtrier. Les ministres néo-nazis dont je parlais tout à l'heure, suprémacistes, qui sont en train de nous donner à voir un nouveau nettoyage ethnique, incontestablement, sont des suprémacistes messianiques. Ils sont messianiques, c'est-à-dire qu'ils se réfèrent à un certain nombre de parties de la Bible. Vous savez, les textes religieux, on peut les lire comme on veut. Absolument. On peut y prendre une dimension humaniste, on peut y prendre une dimension exterminatrice, on les lit comme on veut. C'est leur objet, d'ailleurs. C'est de se donner à une pluralité de lecture. Bon, et donc, ces suprémacistes juifs, aujourd'hui, les ministres suprémacistes sont des ministres messianiques. Donc, donc on voit ce cancer, si je puis dire,
de la propagation des fondamentalismes aujourd'hui. Je prends également un des plus grands soutiens d'Israël aujourd'hui. C'est pas ce qu'on a appelé longtemps les lobbies juifs. Aux États-Unis, ce sont les évangéliques qui sont le premier soutien d'Israël, qui constitue un tiers de l'électorat de M. Trump. C'est pas rien, un tiers. Hein, parce que selon leur théorie délirante, selon laquelle il faut que tous les juifs se convertissent au christianisme en Terre Sainte pour que puisse advenir ce qu'on appelle dans les apocalypses la seconde venue du Christ. Voilà. Et donc il y a... Mais d'ailleurs, c'est curieux, on parle, quand ces idées sont exposées en Tunisie notamment, ou dans les sociétés arabes en général, on parle immédiatement d'obscurantisme. Bien sûr. Bien mais sûr, c'est un terme. Bon, mais les évangéliques sont des obscurantistes. Absolument, mais c'est un terme très peu employé pour qualifier leur pensée. Maintenant, le monde arabe a, à mon sens, une part de responsabilité dans tout cela. D'une certaine façon, le monde arabe s'est approprié ce terme de judéo-chrétien. Bon, aussi parce qu'il y a toute l'histoire du sionisme chrétien, qui est une vieille histoire sur laquelle malheureusement nous n'avons pas le temps de revenir, mais c'est approprié de ce terme de judéo-chrétien pour dire, bon, judéo-chrétien, les juifs sont des occidentaux, les juifs sont des européens, et pour répudier sa part juive aussi. Ça permet à une pensée hégémonique dans le monde arabe de répudier. Or, le monde arabe a une part juive, et c'est normal, même si il serait évidemment imbécile, stupide, de contester la part totalement hégémonique de l'islam dans la pensée arabe contemporaine. Mais dans l'histoire du monde arabe, y compris d'ailleurs dans l'histoire de la prophétie mohammedienne, de la péninsule arabique, à l'époque de la prophétie mohammedienne, il y a incontestablement une part juive, bien sûr. Et judéo-chrétiens, une partie des penseurs arabes se sont approprié ce terme pour dire « nous n'avons rien de juif, le juif c'est occidental ». Donc, tout le monde s'en est servi de cette histoire. Voilà. On va vers, tant que vous avez évoqué le monde arabe, etc., on revient à la rive sud, et en Tunisie particulièrement. Depuis le début de notre échange, on a parlé de mythes construits au fil des années et instrumentalisés politiquement. En Tunisie aussi, nous avons certains mythes, et on remarque aujourd'hui beaucoup d'intérêt pour l'histoire et pour comprendre l'histoire, notamment un mythe que vous avez dénoncé, mais dont vous analysez également l'éclosion et l'utilité, qui est le mythe de la reine Didan. Alissa, dit-on en Tunisie. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, les manuels scolaires l'évoquent comme le début de la création de Carthage. Alors, c'est une construction bourguibienne. Ok. D'abord, alors, Didon, a-t-elle existé, n'a-t-elle pas existé? Moi, j'emploie toujours le terme de Didon. Pourquoi? Parce que Elissa est le nom phénicien. C'est Elishat, en fait. Et Didon est le nom que lui auraient donné les Africains d'ici, qui voudraient dire l'étrangère ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, en fait, le nom africain, c'est Didon, c'est pas Elissa. Mais Elissa, ça fait mieux. Pour nous, c'est plus oriental. Pendant très longtemps, en fait, depuis Virgile, Didon a été un mythe européen. Complètement. C'est un mythe européen. C'est-à-dire que, parce que Virgile, dans l'Énéide, évidemment, Didon est un des personnages principaux, un personnage important de l'Énéide. Et quand vous regardez la peinture européenne, tous les grands peintres européens ont leur tableau sur Didon. L'opéra, Didon et Énée, qui est un opéra extrêmement connu, un très bel opéra. Donc c'est un mythe européen. Chez nous, Didon était inconnu au bataillon, si vous prenez complètement. Ça reparaît, ou ça paraît plutôt un petit peu, à la fin du 19e siècle. En fait, au 19e siècle, je ne sais plus quel est l'historien qui la ressort. Et celui qui la ressort vraiment, alors a-t-elle existé ou pas? Pourquoi je dis on ne sait pas? Aucune archive n'en fait mention. Rigoureusement, aucune archive n'en fait mention. Maintenant, on sait que Carthage a été détruite avec ses bibliothèques,
avec ses temples, avec toute son archive, justement, et que peut-être elle aurait existé. Parce qu'il n'est pas impossible que un membre d'une famille royale accompagne la création d'une nouvelle colonie, en fait, d'une nouvelle échelle. Bourguiba a eu ce trait de génie qui était d'abord de dire aux Occidentaux, nous avons une histoire 3 fois millénaire. Donc, vous n'êtes pas, sur ce plan-là, vous n'êtes pas supérieur à nous. Voilà. Nous, ça commence à Carthage. Bon. Et nous avons Didon qui a fondé Carthage, etc., etc. Et donc là, Bourguiba se met à égalité historique avec les Européens. Bon. Ensuite, deuxième chose, c'est par rapport, justement, au nationalisme arabe. C'est, bien sûr, nous sommes des Arabes. Il n'y a aucun problème. Mais nous existons depuis bien longtemps avant. La tunisianité n'est pas née avec la conquête arabe. Elle est beaucoup plus ancienne. Et donc, c'était une façon de se démarquer. Et troisième intérêt, Carthage a été créé par une femme. Ah. Eh oui, parce que c'était le côté féminisme d'État de Bourguiba. Et donc, Bourguiba a assez le mythe Didon. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai tendance à dire qu'elle ait existé ou pas, c'est pas grave. Au fond. Ok. Elle existe. Puisqu'elle existe, les Tunisiens ont créé Didon aujourd'hui. Ok. D'une certaine façon. Ils ont créé Didon. Elle est, comme vous le dites, dans les livres d'histoire, etc., etc. Et Donc, ils ne cherchent pas à la remettre en question. non. Et pourquoi leur mot? Effectivement, probablement. Parce que c'est C'est commode. ce mythe, la peau de bœuf, le machin, Voilà, etc. voilà. Bon, la peau de bœuf, vous savez que c'est un mythe qu'on retrouve dans toutes les régions du monde. On le retrouve en Chine, on le retrouve en Asie centrale, on le retrouve en Amérique précolombienne. C'est un mythe universel, le mythe de la peau de bœuf coupée en lanière. Ok. Bon. L'humanité a parfois c'est- des drôles d'obsessions. Hein. Absolument. Donc la peau de bœuf coupée en lanière, c'est un mythe universel. Maintenant, bon, s'il faut une date de naissance officielle qui n'a aucun sens, historiquement parlant, aucun pays n'a une date de naissance officielle. C'est une longue formation. D'ailleurs, le terme de Tunisie, bon, il y avait la ville de Tunis, évidemment, hein, puisque les Arabes, en fait, ont abandonné Carthage. Hein. Carthage est restée la capitale jusqu'en 698, et quand les Arabes ont réussi à prendre Carthage, en fait, ils ont trouvé plus sûr de se mettre à Tunis, qui était protégé par la lagune, et qui était protégé, etc. Et puis les Arabes étaient des terriens, en fait, davantage. C'est des nomades, c'est des terriens quand ils sont arrivés. Donc ils ont choisi Tunis. Donc la ville de Tunis, qui était un faubourg de Carthage dans l'Antiquité, est devenue la capitale à partir du début du 8e siècle, à partir de la victoire arabe définitive. Mais le mot Tunisie a probablement été employé pour la première fois lors du voyage d'Ahmed Bey en France, en 1846. Ok. Voilà. Donc, le mot Tunisie comme pays. Voilà. Parce que c'était d'abord l'Ifriqiya, évidemment, du temps des Arabes, qui a été une arabisation du mot Afrique, qui était donc Ifriqiya. Et ensuite, la régence de Tunis à l'époque ottomane. On disait la régence de Tunis, on ne disait pas la Tunisie. Donc, le mot Tunisie, c'est-à-dire cette émergence de cette fameuse exposition Naissance d'une nation qui avait eu lieu il y a quelques années à Tunis. Donc voilà. Donc, la construction d'un pays, d'une nation, c'est une très lente construction qui prend des siècles, et la Tunisie, c'est une très lente construction. Et peut-être que les nations seront éphémères. Aujourd'hui, on assiste aussi à des éléments de... La nation en tant que telle a été créée au 19e siècle. En gros, avant, c'était l'époque des grands empires multinationaux, etc. Et la nation tunisienne, c'est pas un hasard si elle est née à ce moment-là aussi. Hein. Dernièrement, il y a eu une polémique en Tunisie parce que suite aux travaux archéologiques en partenariat entre les autorités compétentes en Tunisie, ministère de la Culture et ses organes, l'Institut du l'Institut du patrimoine, etc., et l'Italie. Et ces recherches ont abouti donc à une exposition faite récemment. Et cette exposition a agité le débat d'abord sur l'aspect de la souveraineté
et la question de l'histoire et des ruines et des pièces archéologiques comme un enjeu de souveraineté, alors que, comme vous devez le savoir, ce pouvoir L'Italie vient de abuse du restituer discours quelques pièces. souverainiste, absolument. Et en même temps, ça a agité un grand débat sur la bataille de Zama, qui a marqué Et la la défaite de défaite de Carthage, Hannibal et définitive. de Carthage. Et qui est remise en question, comme quoi la bataille de Zama n'a pas eu lieu, ou même si elle a eu lieu, elle n'a pas eu cette ampleur et ce côté déterminant par rapport à la guerre punique. Alors, disons que si on prend... Quatrième chose, je reviens à Bourguiba, ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi Bourguiba a privilégié Didon et l'Empire punique? Parce que Carthage était la capitale d'un empire indépendant, la thalassocratie carthaginoise qui allait jusqu'au détroit de Gibraltar à l'époque. Tandis que quand la Tunisie a été romaine, la Tunisie était une province d'un empire. Et donc, Bourguiba préférait la Carthage punique, où c'était la capitale d'un empire, que la Carthage qui était province d'un empire, même si c'était une des provinces les plus importantes de l'Empire romain. La bataille de Zama, c'est bien entendu qu'elle a existé. Et bien entendu que c'est à Zama, mais déjà, les armées d'Hannibal avaient été considérablement affaiblies par une série de mésaventures. Hein. On a reproché l'attentisme d'Hannibal en Italie, on a reproché, ce qui est beaucoup plus juste d'ailleurs, le fait que l'oligarchie carthaginoise, ayant toujours ne lui eu a pas conféré peur, le soutien nécessaire. voilà, n'avait pas donné à Hamilcar le soutien nécessaire dans la première guerre punique, n'avait pas donné à Hannibal le soutien nécessaire dans la mesure où cette oligarchie marchande, il ne faut pas oublier que Carthage est un empire marchand, a toujours eu peur d'un coup d'État militaire. Le capital est Jeben, Voilà. comme le dit l'adage récent en Tunisie. Voilà. Et donc n'a pas donné peut-être à Hannibal les moyens de gagner cette guerre. Mais évidemment, la bataille de Zama a été déterminante dans la mesure où, grâce à cette victoire, Rome a pu imposer des conditions draconiennes à Carthage à la fin de la Deuxième Guerre punique, en matière financière, en matière de désarmement, en matière... Carthage a été... En fait, la fin de la Deuxième Guerre punique, c'est la fin de la puissance carthaginoise. Alors, pour revenir, parce que c'est beaucoup plus intéressant, à votre querelle archéologique, l'archéologie est aujourd'hui devenue un domaine politique. C'est pas un hasard. C'est les Israéliens, je reprends, n'arrêtent pas de fouiller pour essayer de démontrer, ce qui est absolument indémontrable par ailleurs, que la Judée était juive depuis bien avant tout le reste. Voilà. Jérusalem, la ville de David, créée, fondée par David, on n'en sait rien, en fait. Mais les Israéliens ont fait de l'archéologie un domaine éminemment politique. Voilà. Non, on était là avant vous. Voilà, c'est ça. L'archéologie doit prouver qu'on était là avant vous. Voilà, donc c'est vraiment un domaine politique. Alors, il est évident pour Carthage, Carthage était probablement la troisième ville du monde romain, donc une ville très importante, Rome en premier, Alexandrie en deuxième et Carthage en troisième. En tout cas, et c'était une des provinces les plus prospères, les plus riches, les plus intellectuellement riches également. Si c'est pas un hasard, c'est un certain nombre de pères de l'Église viennent d'ici, parce que c'était une province presque totalement christianisée aussi, même s'il y a eu des dissidences. Et donc, oui, c'était une province romaine, oui. Carthage a été, jusqu'à l'invasion vandale, donc c'est-à-dire jusqu'au début du 5e siècle, les Vandales sont arrivés en Tunisie autour de 430, quelque chose comme ça. Ça a été une province romaine. L'instrumentalisation politique de l'histoire et les différents tiraillements ont marqué la Tunisie durant ces 15 dernières années. Tout à fait. Les longs débats sur les Fellaga et les Fellaga ou ce qu'ils appellent Sbayhaya, les youssefistes et les bourguibiens, on a essayé de créer des dualités avec beaucoup d'essentialisme d'ailleurs. Mais aujourd'hui, curieux,
si vous avez une lecture à partager sur le pouvoir actuel et la personne du président Saïd, qui montre à chaque fois un certain attachement à l'histoire, qui rappelle d'ailleurs les protocoles, y compris de la famille de la dynastie husséinite, et qui s'y réfère. Est-ce que cela exprime une volonté de modifier le roman national, d'en installer un nouveau? Et si même c'est une interprétation ou une variation personnelle, que dit-elle du personnage et de son projet? Alors, introduction que j'aurais dû dire tout à l'heure, l'histoire est la discipline la plus idéologisée des sciences humaines. Incontestablement. Chacun s'en sert pour sa propre boutique. Je crois qu'en ce qui se concerne le président Kais Saïd, son retour au Husseinites est une façon de débourguibiser aussi, à mon sens. Il ne faut pas oublier que Bourguiba voit une haine tenace aux Husseinites et qu'il l'a dévalorisé. Il ne pouvait pas totalement... Il les a renversés. Il les a renversés. Il les a renversés, bien entendu. Il les a renversés. Il a mis fin à une dynastie qui avait 2 siècles et demi d'existence à peu près, avec des hauts et des bas et beaucoup de bas. Nous sommes d'accord. La réhabilitation d'une certaine façon de la dynastie husséinite est aussi une façon, ça a commencé après la Révolution, un petit peu, est une façon de débourguibiser l'histoire de la Tunisie, je pense. Et je crois que le chef de l'État actuel tunisien est tout ce qu'on voudra sauf un bourguibiste. Bon, n'a pas, même si et c'est très intéressant. Monsieur Saïd est né en 1958. Il a l'âge de l'indépendance de la Tunisie, à 2 ans près. Ce qui veut dire que la Tunisie bourguibienne a pu créer des générations modernistes, séculières, laïques, et a pu créer des Kais Saïd aussi. Tous les 2 sont des enfants de Bourguiba, d'une certaine façon. Et donc, les ambiguïtés bourguibiennes ont créé les ambiguïtés actuelles de la Tunisie, la somme de contradictions de la Tunisie. C'est-à-dire un bourguibisme à la fois séculier, mais qui se réclame constamment de l'enracinement arabo-musulman, constamment, dans tous ses discours. Donc, etc., etc. Alors, qu'est-ce que cela dit du chef de l'État? D'abord, j'oserais quand même dire qu'il faut être un petit peu historien pour faire de l'histoire. Et que ce n'est pas son métier. Monsieur Kais Saïd est un juriste et je crois qu'il fait partie de cette innombrable tribu qui instrumentalise l'histoire. Et l'histoire est instrumentalisée comme d'autres l'ont fait avant lui, incontestablement. Mais il n'écrit pas l'histoire de la Tunisie. Il écrit, peut-être, à son profit, ou au profit de ce qu'il estime représenter de la Tunisie, un nouveau roman national. Voilà. Destiné peut-être à remplacer les romans nationaux successifs. Voilà. A-t-on besoin d'un nouveau roman national? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je crois que ce qu'il y a de plus sain, c'est de lire son histoire, de lire toute son histoire, avec ses contradictions, avec ses périodes sombres, avec ses périodes claires, avec tout ça. Je crois que, je suis convaincu même, est-ce que c'est parce que je suis historienne? Je ne sais pas, que lire toute son histoire et assumer tout ce qu'elle vous dit rend une collectivité adulte. Merci beaucoup Sophie Bessis pour cet Merci échange. Merci à vous de m'avoir réinvité. Et pour le partage de toutes ces idées. Il fallait vous réinviter, il y a tellement de choses à discuter. Bon, et puis votre production intellectuelle est tellement riche qu'il y a de quoi vous inviter. Vous faites toujours partie de l'actualité. Alors à la prochaine. À la prochaine. Vivement à la prochaine. On ne sait pas quand, mais à la prochaine. Bien sûr. Merci beaucoup. ميرسي انتم زاده اللي تبعتونا. قداش عملنا ساعة؟ عملنا ساعة و20 مينوت يظهر لي. أحمد قولي قداش؟ دونك لازم تقص شوية.
C'est très bien. Sacha. On va garder. Même cet échange que nous venons d'avoir, je vais le garder. Ah, d'accord. Ça enregistre toujours. Et donc, comme vous le savez, on coupe jamais presque durant nos tournages. C'est du one-shot, c'est spontané. Visiblement, notre audience l'apprécie et c'est tant mieux. ميرسي انتوما زاده اللي تبعتونا توا ساعة كاملة حكينا برشا على التاريخ طرق توظيفه والسرديات وطريقة استعمالها في مراحل سياسية في الحرب في السلم أو حتى في إعادة صياغة موازين القوى في بعض الأحيان. ميرسي كملوا تبعونا هنا على يوتيوب ابونيفو ما تنساوش كان مازلتوا ماكمش ابوني وعلى انستغرام فيسبوك وتيك توك موجودين زاده كملوا تبعونا. أبيانتو.